Bienvenue dans votre podcast. Je m'appelle Muriel Joubert, je suis coach certifié, mentor, enseignante de yoga et méditation et je crée des accompagnements en ligne. Dans ce podcast, j'ai vraiment à cœur de partager avec vous ce qui m'anime vers une vie toujours plus libre et plus épanouie. Je souhaite le faire de façon tout à fait authentique, naturelle et transparente. Alors suivez-moi, suivez mes aventures, mes histoires dans ces conversations avec Muriel Joubert. À très bientôt pour les prochains épisodes. C'est un véritable plaisir de vous retrouver pour cet épisode dans lequel je vais vous parler de pouvoir personnel et le mettre en relation directe avec la capacité à agir. Déjà, pour commencer, c'est pas moi qui mets les deux en relation, c'est Tony Robbins. Et Tony Robbins, c'est pas n'importe qui. Il est considéré comme le coach le plus connu au monde, le meilleur coach du monde peut-être. C'est un Américain. Et ça m'a inspiré à la lecture de son livre, qui s'appelle donc Pouvoir illimité. Donc je suis tombée sur celui-ci par hasard, tout simplement parce qu'il était en version audio et parce que ça faisait longtemps qu'on me parlait de Tony Robbins comme étant the coach. Et comme je suis coach certifié, j'aime explorer à fond le monde du coaching, même si pour moi, cette façon-là de coaching, de loin, je trouvais que c'était un peu trop à l'américaine à mon goût. Mais en tout cas, je me suis dit, renseigne-toi, commence à lire son bouquin. Donc j'ai commencé à lire son livre. Et la première chose qu'il dit, c'est que notre capacité à agir, c'est directement lié, et c'est ce qui fait notre pouvoir personnel. Et ça m'a tellement parlé. Je me suis tellement reconnue là-dedans. Parce que s'il y a bien une chose qu'on me renvoie aujourd'hui dans ma vie, sur comment je fais pour avoir tous ces métiers en parallèle de directrice des ressources humaines dans une entreprise, où mon rôle c'est du management d'équipe, enfin de manager, enseignante de yoga et méditation, coach certifié, mentor, je crée différents types d'accompagnement. Comment je fais pour faire tout ça? Et en plus j'ai un handicap visuel. Eh bien, tout simplement, je passe facilement et rapidement à l'action. Et pas n'importe quelle action, c'est-à-dire ça va être de l'action où j'ai un focus. Je sais vers où je vais aller, j'ai très clairement choisi ma direction avant d'agir, et je vais mener des actions en lien avec cette direction, parce qu'on peut aussi se disperser dans l'action. Là, je parle d'une action concentrée. Et d'où je tiens cette force-là, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on me renvoie souvent. Mon compagnon me l'a dit un jour, il m'a dit « Mais toi, c'est vrai que c'est extraordinaire, parce que le délai entre l'idée et le passage à l'action, il est très très court. J'ai vraiment une plasticité au niveau du cerveau à connecter les deux et à passer très vite à l'action dès que j'ai une idée. » Et ça, c'est quelque chose que j'ai hérité depuis longtemps, grâce finalement à ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire à l'âge de 16 ans, quand on m'a diagnostiqué la maladie génétique évolutive, la rétinite pigmentaire, ça a été quand même un gros bazar dans ma vie, un gros choc. Et en toile de fond, je me suis dit, je vais perdre la vue. Et à 33 ans, j'ai effectivement perdu la vue, donc j'ai appris à marcher avec une canne blanche, etc. Et j'ai basculé du monde, entre guillemets, normal, vers le monde des personnes avec un handicap. Le mien étant donc un handicap visuel. Et à partir de là, mais déjà à l'âge de 16 ans, ça me travaillait ces histoires, j'ai commencé à développer la croyance que ça allait être plus dur pour moi de rencontrer quelqu'un dans ma vie amoureuse parce que j'avais un handicap. Et toute cette période de vie à l'âge de 33 ans où le handicap m'est entre guillemets tombé dessus, c'est vraiment une période où j'avais deux priorités, trois. La première, c'était de garder mon job. J'étais directeur financier. La deuxième priorité, c'était ma santé, parce que j'étais complètement épuisée par tout ce qui était en train de m'arriver. Et la troisième priorité, c'était de refaire ma vie amoureuse, puisque la perte de vue a fait suite à un divorce l'année d'avant. Donc j'avais plusieurs chantiers, on va dire, ouverts dans ma vie. Le premier chantier que j'ai réglé, c'était mon travail, après la santé, et en parallèle, je cherchais évidemment une rencontre amoureuse pour pouvoir refaire ma vie de couple. Et au début, j'ai dû passer à l'action, parce que quand vous avez une canne blanche, vous n'êtes plus du tout certain de votre capacité de séduction par rapport à avant. Moi, ça me créait plein de questionnements, cette histoire. Je me disais, mais qui va vouloir sortir avec une femme légalement aveugle? Et je me suis forcée. C'est évident qu'au début, c'était pas du tout agréable. Je me suis forcée à passer à l'action. Je me suis inscrite sur des sites de rencontres, je me suis mise en situation de rencontrer des personnes, des hommes,
Je leur donnais rendez-vous dans des endroits que je connaissais, en ville, bien éclairés de préférence, et puis j'essayais d'y aller sans ma canne blanche, en général j'y arrivais, parce que je connaissais déjà les lieux. Et après, si après le premier rendez-vous ça s'était bien passé, ben dans ces cas-là, j'expliquais ma situation, et avec tous les cas de figure en face, c'était plus ou moins bien accueilli. Je crois surtout que la capacité avec laquelle c'était accueilli dépendait directement de moi, ma capacité à accueillir ce handicap qui arrivait dans ma vie, et au début, cette capacité était très dégradée. Et en parallèle de ces passages à l'action, donc j'ai eu évidemment beaucoup de situations où ça n'a pas marché, mais comme quand on n'a pas de handicap et qu'on cherche à rencontrer quelqu'un. Mais ça m'a par contre donné une forme de réflexe ou de confiance dans le fait que je me suis réhabituée finalement à avoir une vie sociale, une vie relationnelle, malgré ce qui était en train de m'arriver. Je ne suis pas restée enfermée chez moi, à rester sur un canapé, à me lamenter sur ma situation. Je suis restée dans le mouvement de la vie, parce que j'avais cette motivation de rencontrer quelqu'un. Alors, c'est pas là que j'ai rencontré le grand amour de ma vie, ça aurait pu, mais c'est pas le cas. Par contre, ça a été très instructif, et puis j'ai eu des belles relations au passage. Finalement, je crois que tout ça a créé vraiment les conditions favorables pour qu'à l'âge de 40 ans, je puisse rencontrer Stéphane, qui est actuellement mon compagnon depuis plus de 8 ans, et avec qui j'ai refait ma vie de couple. Sachant que quand j'ai rencontré Stéphane, c'était le directeur adjoint à mon travail, et la notion de handicap n'est pas du tout rentrée en ligne de compte en fait. Qu'est-ce qui s'était passé finalement de différent? C'est que moi, entre-temps, j'avais grandi. J'avais grandi ma capacité à agir déjà, j'avais grandi ma capacité d'amour vers moi-même par rapport à ce qui était en train de m'arriver, c'est-à-dire ce deuil de la vue et ce handicap qui s'installait dans ma vie. J'avais grandi sur le fait de me dire que oui, moi aussi, je méritais le meilleur, handicapé ou pas handicapé, que ça n'avait rien à voir. Mais tout ça, ça a été, j'en parle facilement aujourd'hui, mais ça a été un long travail de déconstruction et de reconstruction. Ça s'est pas fait comme ça d'un claquement de doigts, vous vous doutez bien. Et j'ai dû aussi bénéficier d'accompagnement pour pouvoir aller vers ça. En tout cas, je suis mais alors complètement alignée avec cette notion de Tony Robbins, que la capacité d'action, c'est ça qui crée notre pouvoir personnel. Tant qu'on n'agit pas, il ne peut rien se passer dans nos vies de positif. Et puis, si on agit, bien sûr qu'il peut y avoir des refus, des rejets. Moi, j'ai rencontré tout ça. Mais c'est pas grave, ça nous habitue à banaliser ces événements. C'est quelque chose que je dis beaucoup aux entrepreneurs que j'accompagne dans Oser Réussir, qui est mon accompagnement pour les coachs, les thérapeutes, les profs de yoga. Je leur dis souvent, pour grandir en tant qu'entrepreneur, vous allez banaliser ce qui vous arrive. Vous allez banaliser le succès, vous allez banaliser l'échec, parce qu'il n'y a pas d'échec, c'est que des apprentissages. Vous allez banaliser les gens quand vous faites des posts sur les réseaux sociaux qui ne s'intéressent pas à ce que vous faites. Vous allez banaliser ceux qui disent que c'est pas bien. Enfin, en fait, on va tout banaliser. Disons qu'on va développer un regard de plus en plus neutre sur ce qui nous arrive. C'est pas qu'on profite pas, quand je dis banaliser le succès, parce que voilà, évidemment, quand on a quelque chose de bien qui nous arrive, c'est important de le célébrer. Mais le banaliser, ça veut dire rendre ça comme faisant partie du petit quotidien. Voilà. Pas quelque chose d'extraordinaire ou d'exceptionnel. Juste, c'est ok, je l'ai fait et je continue ma route. Et oui, je me réjouis, bien sûr, bien évidemment, et je continue ma route. Et finalement, moi, là où je tire ma satisfaction, et ça, je crois que c'est ça qui continue à tirer mon envie de passer à l'action en permanence, je tire ma satisfaction de l'action elle-même. Je tire pas ma satisfaction des résultats. Alors ça, c'est très yogique. C'est vraiment un gros enseignement du yoga, la voie qu'on appelle le karma yoga, qui est le yoga de l'action. C'est-à-dire qu'on pose des actions dans nos vies, on fait des actions de manière désintéressée. Ça veut dire quoi, se désintéresser? Parce que souvent, c'est quand même quelque chose qui est mal traduit. Désintéresser, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas en retirer de l'argent ou autre. Non, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'on pose l'action en se désintéressant des fruits de l'action. On ne va pas les rechercher. Évidemment, quand ils arrivent, on est content. Mais ça veut dire qu'on n'a pas posé l'action pour les fruits de l'action. Voilà. Et moi, c'est vraiment ce karma yoga, cette attitude, c'est vraiment une attitude mentale, une façon d'aller dans la vie. C'est quelque chose que je m'applique au quotidien, dans ma vie de façon générale, et notamment dans ma vie d'entrepreneur. Ça m'aide énormément. Je pose des actions, tout un tas d'actions parmi ce que j'ai à faire pour pouvoir faire en sorte que mes coachings fonctionnent, d'avoir des clients, d'avoir des résultats financiers, etc., etc. Tout ce qui fait un business finalement. Je pose des actions et je tire ma satisfaction directe du fait d'avoir posé ces actions-là, quand je sais évidemment qu'elles sont alignées avec une stratégie.
Je ne tire pas ma satisfaction des résultats. Bien sûr, les résultats que j'ai, et c'est le cas, ils me rendent très heureuse et fière. Heureusement qu'on est capable de célébrer ça. Mais ça ne va pas être ça mon curseur pour ma satisfaction, pour mon contentement. Et ça, c'est pour moi une deuxième clé dans cette capacité à agir, c'est que l'action en elle-même nous rende heureux, nous rende joyeux. Et c'est ça qui fait qu'on a envie de cultiver et de continuer ces passages à l'action, et ça augmente notre pouvoir personnel. Moi, à force d'être passé à l'action, si je reviens un petit peu en arrière dans ma vie, dans ces rencontres amoureuses, en me challengeant pour redevenir, on va dire, sociable et pouvoir rencontrer des hommes, forcément j'ai eu plus de fois où ça n'a pas marché que de fois où ça a marché. C'est statistique. Et heureusement, j'ai envie de dire presque, sinon ma vie aurait été compliquée à cette époque-là. Mais ça m'a vraiment redonné du pouvoir de me dire, ok, tout est entre tes mains, à toi de jouer, il n'y a plus qu'à. Hein, ce moment-là où on sort du canapé, où on ose aller affronter la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, la peur du regard de l'autre, vais-je être rejeté, etc. Ça, c'est des comportements tellement humains qu'on rencontre toute notre vie. Et quand on est entrepreneur, finalement, je fais le parallèle, on est exposé aux mêmes choses. Donc moi, je pense que ce qui a vraiment fait décoller mes activités d'entrepreneur dès le début, c'est que j'avais déjà cette force intérieure que j'ai construite sur le socle de mon handicap, parce que j'ai voulu continuer à vivre comme n'importe qui, et que le handicap ne soit pas un sujet dans ma vie. En tout cas, que ça ne devienne pas un sujet central, et que ça ne limite pas ce qui est le plus important pour moi, qui est finalement ma quête d'exploration dans la vie, de moments heureux, joyeux, et ma liberté. Donc merci à Tony Robbins, ça m'a permis de vous raconter cette histoire, et je continuerai à vous parler de son livre « Pouvoir illimité », puisque ensuite, il cite, dans le chapitre suivant, les 7 caractéristiques des personnes qui réussissent. Réussir au sens large, c'est-à-dire pas juste réussir financièrement, professionnellement, non, réussir sa vie. Allez, je ne résiste pas au plaisir de vous partager les 7 et je reviendrai dessus dans d'autres épisodes. Premier critère pour réussir, c'est la passion, aimer ce qu'on fait. Deuxième critère, c'est la conviction, avoir foi dans ce qu'on fait. Troisième critère, c'est la stratégie, c'est-à-dire qu'il faut avoir une façon d'utiliser nos ressources. Moi, quand je faisais mes rencontres, j'avais quand même des stratégies. Je pliais ma canne avant d'arriver, je donnais rendez-vous dans des endroits connus, voilà, j'avais toute une stratégie d'action. Quatrième critère pour réussir, en tout cas c'est un trait commun des personnes qui réussissent, c'est la clarté des valeurs. Celui-ci, il est très important. Cinquième critère, c'est l'énergie, physique, intellectuelle, spirituelle, dans tous les plans. Sixième critère, l'art de se lier aux autres. Et enfin, septième critère, la maîtrise de la communication. Tout ça, il l'a, on va dire, théorisé en observant des personnes qui réussissaient, que ce soit des gens millionnaires, que ce soit des personnes avec un handicap et qui arrivent à dépasser ça pour avoir des vies extraordinaires, ça évidemment, ça me parle, etc., etc., etc. Donc il est allé vraiment explorer des êtres humains qui ont des vies, un petit peu hors de l'ordinaire, pour voir qu'est-ce qu'ils avaient en commun, ces êtres humains-là, et qui leur donnaient des capacités comme ça pour réussir leur vie. J'espère que ce podcast vous a inspiré. Je vous remercie, si vous le souhaitez, de l'encourager en le notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous dis à très bientôt pour des prochains épisodes. Merci pour votre écoute.